Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la pré-éclampsie. La pré-éclampsie, c'est quoi en fait? C'est une maladie de la grossesse avant tout. C'est une maladie qui associe à la fois l'hypertension artérielle et l'élévation du taux de protéines dans les urines. C'est ça la pré-éclampsie. Et quand on parle de la pression artérielle, il y a une certaine valeur. Notamment quand on parle de la systole ou la pression artérielle systolique, il doit être supérieur ou égal à 160 mg de mercure et la pression artérielle diastolique doit être supérieure ou égale à 110 mm de mercure. C'est ça en fait la pré-éclampsie. Mais il y a ce qu'on appelle les complications. Pourquoi je parle de ça? Je parle des complications pour comprendre comment est-ce que vous allez faire pour prévenir cela. Une fois que vous êtes à risque, une fois que vous rassemblez, parce que je parlerai des facteurs de risque, et c'est à partir de là que vous verrez si vous êtes à risque ou pas. Pour mieux vous protéger, il faut connaître d'abord la gravité de la maladie. Parmi les complications, il y a ce qu'on appelle la crise d'éclampsie. La crise d'éclampsie, c'est quoi? C'est une crise convulsive qui ressemble à une crise d'épilepsie. Mais sauf que la différence entre les convulsions d'une personne avec épilepsie et les convulsions d'une personne dans la crise d'éclampsie, c'est qu'en parlant de l'épilepsie, on remarque une atteinte au niveau neurologique. Mais en parlant de la crise d'éclampsie, il n'y a pas d'atteinte neurologique. Donc ce sont des convulsions qui sont comme ça. Autre complication qu'on peut retrouver dans ce cas, il y a ce qu'on appelle les complications maternelles. Oui, on peut remarquer des complications au niveau de la maman, tout comme au niveau du bébé. Avant d'aller plus loin, je vous parlerai d'abord des complications de la maman ou des complications maternelles. Qu'est-ce qu'on va remarquer chez la maman? Premièrement, on va avoir un hématome rétroplacentaire. J'ai déjà sorti une vidéo sur ça, l'hématome rétroplacentaire qui est un décollement prématuré du placenta normalement inséré. On va remarquer cela. Deuxièmement, il va y avoir ce qu'on appelle la CIVD, la coagulation intravasculaire disséminée, ou tout simplement on peut parler de troubles d'hémostase ou d'une hémorragie majeure. Troisièmement, il y aura ce qu'on appelle une atteinte des organes, notamment le foie, les reins, les poumons ainsi que le cœur. Ces organes peuvent être atteints en cas d'une pré-éclampsie. Et puis, en parlant de complications fœtales, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer un retard de croissance en intra-utérin. Oui, un retard de croissance en intra-utérin. Pourquoi? Parce que l'apport en sang devient insuffisant. Donc, les nutriments ainsi que l'oxygène que le bébé devrait recevoir normalement viennent en quantité minime. Du coup, il y aura ces retards-là de croissance en intra-utérin. Deuxième complication, on va voir la mort fœtale in utero. Oui, le fœtus peut mourir pendant qu'il est encore dans l'utérus. Troisième complication, il s'agit d'une prématurité induite. Mais au niveau des complications maternelles, j'ai oublié aussi les décès. Oui, la pré-éclampsie peut conduire vers le décès. Ça, il faut le souligner pour vous montrer à quel point c'est tellement grave. Alors, comment se manifeste cela? Au-delà de la pression artérielle, j'ai donné les valeurs. La systole supérieure ou égale à 160 mg de mercure, ainsi que la diastole supérieure ou égale à 110 mg de mercure. Il y a aussi des signes fonctionnels. Des signes fonctionnels comme par exemple des céphalées violentes, des phosphènes, des acouphènes, voire même des douleurs au niveau de l'épigastre, de l'estomac. Alors, quels sont les autres signes qu'on peut remarquer? On peut retrouver, il y a ce qu'on appelle un syndrome néphrotique. Un syndrome néphrotique qui peut se manifester par des œdèmes massifs. C'est ainsi que vous remarquerez qu'une femme, lorsqu'une femme est atteinte de pré-éclampsie à l'hôpital, avec sa grossesse là, il y a des œdèmes. Les œdèmes, ce sont des gonflements. Elles gonflent partout, en commençant au niveau de la tête jusqu'au niveau des jambes. Il y a aussi une prise de poids brutale. On peut remarquer une oligurie ainsi que protéinurie massive. Oligurie, c'est une diminution de l'émission des urines. Alors, ça c'était des manifestations cliniques qu'on peut retrouver à une personne qui est atteinte d'une pré-éclampsie. Alors, quelles sont
les facteurs de risque. Premier facteur de risque, il s'agit d'une primigeste. Primigeste, il faut entendre par là la première grossesse. Une femme qui a sa première grossesse est à risque. Deuxièmement, des grossesses multiples. Grossesses multiples, c'est-à-dire des grossesses gemellaires, donc des jumeaux, voire même des triplés, voire les quadruplés. Là, c'est aussi un facteur de risque. Troisièmement, la reproduction assistée. On appelle ça la fécondation in vitro. On essaie de mettre dans un bocal et on assiste à cette reproduction. Troisièmement, des antécédents familiaux ou personnels de prééclampsie aussi, c'est un facteur de risque de faire une prééclampsie. Ensuite, l'obésité. L'obésité avec un IMC, indice de masse corporelle supérieur ou égal à 30, tu es à risque de présenter une prééclampsie. Ensuite, on aura des maladies chroniques comme l'hypertension artérielle, comme des maladies rénales ou le diabète. Quand il y a ça, tu es à risque aussi de présenter une prééclampsie. Et enfin, on aura l'âge. Un âge inférieur à 18 ans et au-delà de 40 ans, tu es à risque, tu t'exposes en fait, tu es exposé à une prééclampsie. Alors, comment se prévenir de cette maladie qui est si dangereuse, qui est si grave? La prévention, comme je le disais souvent, il faut faire toujours ce qu'on appelle la CPN, la consultation prénatale. Cette consultation va essayer de détecter, de dépister de façon précoce parce que ça regarde l'évolution de la grossesse. Mais dans les cas où tu es à risque, c'est souvent à partir de la 12e semaine où on doit débuter, si tu es à risque bien sûr, on doit débuter à la 12e semaine, on débute avec l'aspirine qui doit se donner à une faible dose. Et cela, c'est sous une prescription médicale parce que ça doit se prendre sous le contrôle des médecins. Oui, ce n'est pas un médicament qui va prendre n'importe comment. Faible dose, mais avec une surveillance très rapprochée. Une fois que tu es à risque, pour multiplier les chances que tu puisses bien accoucher. C'est ça, en fait, la seule prévention. Comme traitement, le traitement, quand il y a une prééclampsie, la seule solution qu'on a à faire dans ce cas-là, c'est sortir le placenta. Oui, une fois on sort le placenta, tu es guéri de la prééclampsie. Et le placenta, là on va parler de la programmation de la naissance. On doit programmer la naissance afin de sortir le placenta pour que tu sois guéri. Souvent on fait la césarienne parce que quand ça met le pronostic de la maman en danger ainsi que celui du fœtus en danger, et c'est à court terme en fait. Donc on doit agir rapidement sans beaucoup attendre. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous de cette pathologie si dangereuse. Juste ce qui devrait vous intéresser, vous, c'est savoir les facteurs de risque et ainsi que sa prévention, ainsi que sa manifestation. Une fois que tu es enceinte et que tu commences à ressentir les signes que j'ai cités, notamment les céphalées violentes à partir de la 12e semaine, là c'est au 3e mois de la grossesse, déjà là c'est trop dangereux, il faudra consulter pour qu'on puisse t'administrer l'aspirine à faible dose parce que ça se donne dès la 12e semaine et avant 16e semaine d'aménorrhée, donc avant le 4e mois exactement. Donc de 12 à 14e semaine, c'est là qu'on donne l'aspirine à faible dose. Merci, j'espère que la vidéo vous aura plu. Veuillez vous manifester, veuillez aimer, partager, commenter, c'est toujours encourageant de votre part et on sera ravis. Merci.